ils sont indépendants et donc il n'y a aucun souci pour la compréhension du topo de ce soir. Donc, pour entrer directement dans le vif du sujet, ce soir, on va s'intéresser aux études cliniques qui ont évalué les effets de la respiration lente et profonde. En tout cas, pas l'ensemble des études parce qu'elles sont très nombreuses, mais je vais en présenter un certain nombre. Donc, pour commencer, la respiration, c'est pratiqué dans de multiples disciplines. Tout d'abord, le sport, mais aussi la méditation, le yoga, le pilate, la cohérence cardiaque, l'apnée, et puis j'en passe encore beaucoup. En sophrologie, on utilise également énormément les techniques de respiration. Et donc, toutes ces disciplines font intervenir la respiration d'une façon ou d'une autre, avec parfois des dispositifs de biofeedback. Le BF, à chaque fois quand je le mets, c'est pour indiquer le biofeedback. Et puis, la plupart du temps, pas de dispositif de biofeedback. Pour ce qui est des techniques de respiration, elles sont multiples. Il y a pour en énoncer quelques-unes, la respiration carrée, la cohérence cardiaque avec le 6 cycles par minute, 3 fois par jour pendant 5 minutes au moins, la respiration abdominale ou diaphragmatique, la respiration paradoxale, la respiration à lèvres pincées, la 4-7-8 avec une inspiration, une pause et une expiration plus longue, le pranayama, une discipline du yoga qui utilise la respiration depuis maintenant des millénaires. Et je ne les cite pas tous, c'est non exhaustif, il y a de nombreuses autres techniques. Le propos de Stopo ce soir ne va pas être de détailler l'une ou l'autre de ces techniques, puisque finalement, il y a peu d'études actuellement, très peu, qui les comparent entre elles, mais c'est plus d'évaluer l'intérêt dans différents domaines cliniques des techniques de respiration. Alors avant de commencer à vous présenter des études scientifiques, je vais juste vous donner quelques petits tips sur que regarder quand on lit un article scientifique pour pouvoir juger un peu de sa qualité. Tout d'abord, dans quel journal est-ce qu'il est publié? Et donc, il y a un indice pour ça, il y en a plusieurs, mais un qu'on utilise particulièrement, qui s'appelle l'impact factor, et qui permet de déterminer la qualité du journal. En fait, ça reflète le nombre de fois où l'article a été cité. Donc, par exemple, Nature est un journal avec un impact factor très élevé, donc ça change tous les ans, mais c'est autour de 90. Le New England Journal of Medicine est également un journal très réputé. Il a flambé en 2021 son impact factor avec le Covid, puisque beaucoup de publications ont été reprises, donc il est monté à 170, mais habituellement, il est plus autour de 80-90. Et puis, il y en a d'autres comme le JAMA, le Lancet, etc. Donc ça, c'est des journaux à très fort impact factor. Il y en a des journaux à un peu moins, on dit des journaux de rang B. Et puis, la plupart des journaux sont inférieurs à 3, voire à 1, voire pas indexés du tout. Et donc là, ça témoigne d'une qualité quand même beaucoup moins rigoureuse au niveau scientifique. Ensuite, c'est intéressant quand même de voir qui a financé l'étude. C'est obligatoire de le signaler. Et donc, par exemple, si vous avez des études sur un médicament et que vous voyez qu'elle est financée par le laboratoire qui produit ce médicament, je ne dis pas que l'étude n'est pas valable, mais c'est une information intéressante à prendre en compte. Si c'est des financements publics, ils sont particulièrement indépendants et donc c'est vrai que ça gage en général d'un peu plus d'objectivité. Enfin, concernant le design de l'étude, c'est important de regarder le nombre de participants. Une étude avec 10 participants aura très peu de valeur scientifique. Une étude avec 200 participants commence à en avoir beaucoup plus. Évidemment, ça dépend du domaine d'investigation. Quand on est dans des maladies très rares, on a moins de participants. La randomisation, c'est le fait de tirer au sort un traitement ou un autre traitement. Donc ça, c'est important de voir est-ce que l'étude est randomisée. Et donc, si on tire au sort, est-ce qu'il y a un groupe contrôle, c'est-à-dire on va tester un médicament ou une pratique, et donc est-ce qu'on va la comparer à un groupe contrôle ou pas. Donc c'est quand même bien quand il y a des groupes contrôle. Là aussi, ça renforce la validité de l'étude. Et ensuite, c'est très important de regarder le critère de jugement principal, c'est-à-dire sur quoi l'étude va porter exactement. Donc, si par exemple, on fait une étude sur un traitement du Covid, est-ce que c'est la mortalité? Est-ce que c'est le nombre de jours qu'ont duré les symptômes? Et donc, c'est important de savoir est-ce que ce critère de jugement principal est intéressant. Et il faut savoir que l'étude pourra conclure uniquement sur le critère de jugement principal et non pas sur les critères de jugement secondaire,
sont souvent nombreux, qui donnent des pistes et des indices, mais on ne peut pas conclure autrement que sur le critère de jugement principal, puisque le design statistique est fait à partir de ça. Enfin, pour ce qui est des résultats, toujours regarder le nombre de perdus de vue, puisque quand on commence avec 200 patients et qu'on n'en a plus que 20 à la fin, bon, ben, c'est clairement qu'il y a un problème au niveau du design et notamment l'adhésion et la compliance au traitement ou à la procédure qui est proposée. Donc, les résultats, critères de jugement principal, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être là-dessus qu'on pourra conclure. Et les critères de jugement secondaire qui sont toujours intéressants à regarder, qui sont des pistes pour d'autres recherches. Et enfin, d'un point de vue statistique, c'est important de regarder la significativité parce qu'on peut avoir des différences. Par exemple, si on fait des études sur le sommeil, on peut avoir une amélioration du score du sommeil. Mais est-ce que cette différence, elle est statistiquement significative? Et donc, ça se traduit la plupart du temps par un petit p inférieur à 0,05 quand c'est statistiquement significatif. Et donc, ça veut dire qu'on a moins de 5% de risque de faire une erreur sur le résultat de l'étude. Normalement, dans toutes les études, il y a une partie discussion. Et c'est la partie la plus intéressante à lire. On se limite souvent aux résultats, mais la partie discussion apporte beaucoup d'éléments puisque les auteurs doivent discuter des limites de leur étude et être capables de la critiquer en émettant des réserves. C'est là aussi où on discute de la cohérence des résultats. Est-ce que finalement les résultats sont logiques, cohérents? Et enfin, l'applicabilité, la généralisation, la généralité des résultats. Donc pour entrer dans le vif du sujet, le premier thème qu'on va aborder, c'est les études concernant le stress et l'anxiété. Donc cette première étude assez récente, donc là publiée dans Nature, donc vraiment un journal très bien noté, c'était un Scientific Reports en 2021, porté sur 71 volontaires. Ils ont analysé 47 personnes, 25 jeunes avec une moyenne d'âge de 20 ans et 22 plus âgés avec une moyenne d'âge de 65 ans et 80% étaient des femmes. La méthode évaluée de respiration lente et prolongée était 4 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration pendant 5 minutes. Et les auteurs ont relevé des questionnaires, notamment sur le stress ressenti, mais également ont mesuré la variabilité de la fréquence cardiaque. On l'a vu au précédent webinar, la variabilité de la fréquence cardiaque est un très bon indicateur de l'état de santé et est assez fortement corrélé au niveau de stress ressenti par les individus. Pour ce qui est des résultats de cette étude, eh bien, la respiration lente et prolongée améliorait clairement la variabilité de la fréquence cardiaque, mais aussi les scores d'anxiété ressentis. Et les bénéfices étaient supérieurs pour les personnes plus âgées que sur les plus jeunes. Donc, sur ce graphique, on peut voir ici la variabilité de la fréquence cardiaque chez les plus jeunes avant l'exercice de respiration, puis après. Donc, on voit qu'on a le trait noir là reflète la médiane en fait des résultats. Donc, on a une augmentation de la variabilité, ce qui témoigne d'une amélioration de l'état de stress. Et cette augmentation était supérieure pour les personnes un peu plus âgées. Et cette variabilité de la fréquence cardiaque sur ce schéma-là, en fait, ça montre juste qu'elle est corrélée au niveau d'anxiété mesuré par les questionnaires. Cette étude parue dans PLOS ONE, qui est aussi une bonne revue, hein, une revue avec un impact factor relativement élevé, mais qui est beaucoup plus ancienne, parce qu'elle date de 2012, évaluait l'efficacité d'une séance de respiration lente et profonde avec ou sans biofeedback. Donc, ils ont pris 46 volontaires musiciens avant un spectacle, donc situation potentiellement stressante, hein, avec une représentation en public. Et ils ont réparti en 3 groupes. Donc les 3 groupes étaient bien randomisés, c'est-à-dire on tire au sort quelle personne sera dans quel groupe. Un groupe qui a fait de la respiration lente et profonde avec du biofeedback, c'est-à-dire retour sur le rythme respiratoire, mais aussi sur la variabilité de la fréquence cardiaque. Un groupe qui a fait de la respiration sans biofeedback et un groupe contrôle. Donc les musiciens ne faisaient pas du tout de respiration. Pour ce qui est de la respiration lente et profonde, c'était des séances de respiration à 6 cycles par minute pendant 30 minutes. Et pour ce qui est des résultats, il y avait une amélioration qui était significative de la variabilité de la fréquence cardiaque, mais aussi des scores d'anxiété ressentis pour les 2 groupes qui ont fait de la respiration lente et profonde par rapport au groupe contrôle qui n'avait rien fait. Ce qui est intéressant dans cette étude de noter également, c'est qu'il n'y avait pas de différence entre le biofeedback et ceux qui n'avaient pas de biofeedback. C'est-à-dire que
l'exercice de respiration lente et profonde, qui ait eu un retour des variables ou pas, était efficace. Donc là, on peut voir sur ce schéma l'enregistrement de la variabilité de la fréquence cardiaque avant l'exercice et puis ensuite après l'exercice, donc avec une amplitude beaucoup plus marquée et une respiration beaucoup plus régulière, une amélioration de la variabilité de la fréquence cardiaque. Et donc, ils ont théorisé les effets finalement de l'intervention avec une augmentation du système vagal, une amélioration du système, une diminution du système nerveux sympathique qui est corrélé au stress, donc une perception de safety, c'est-à-dire de sécurité. Les musiciens se sont beaucoup plus concentrés sur la performance et beaucoup plus de plaisir. Et donc après, c'est une spirale positive. A contrario, bien finalement, dans l'autre situation, pas d'amélioration au niveau du système nerveux autonome, une perception de danger et plutôt de l'anxiété ressentie. Pour ce qui est de cette étude, parue en 2020 dans un journal américain, avec un nom un petit peu long, c'était l'évaluation de l'efficacité de séances de respiration lente et profonde sur des vétérans, 25, qui avaient du syndrome de stress post-traumatique. Ils ont randomisé les vétérans en deux groupes, un groupe avec de la respiration et biofeedback et un groupe contrôle avec un shame device. Donc ça, le shame device, en fait, c'est l'équivalent du placebo pour les dispositifs, notamment de respiration, puisque on ne peut pas mettre un placebo quand on teste un dispositif de respiration, mais ils utilisent un dispositif quand même électronique qui sert à rien en fait, mais c'est pour essayer vraiment d'améliorer la qualité de l'étude pour pas qu'il y ait juste l'effet placebo du fait qu'on s'occupe de nous, mais qu'on évalue vraiment l'effet de la respiration. Donc, ils ont fait une première session, avant de pratiquer toute respiration, où ils ont enregistré la variabilité de la fréquence cardiaque, mais aussi le réflexe, le baroréflexe, qui est aussi un marqueur de stress. Et ensuite, ils ont également enregistré ça pendant une période de calcul mental, qui est considérée comme une période de stress. Les vétérans ont réalisé ensuite, pendant 15 minutes par jour, pendant 8 semaines, soit la respiration lente et profonde, soit le shame device, c'est-à-dire rien. Et ensuite, ils ont refait les mesures avant et après calcul mental de toutes ces variables. Pour ce qui est des résultats de cette étude, l'activité mesurée du système nerveux autonome, la pression artérielle et la fréquence cardiaque étaient comparables avant et après 8 semaines dans les deux groupes. Par contre, la respiration lente et profonde avec biofeedback avait significativement diminué la réactivité de l'activité du système nerveux autonome au calcul mental. C'est-à-dire que pendant qu'ils étaient soumis à une période de stress, les vétérans étaient finalement plus sereins qu'avant les 8 semaines de respiration lente et profonde. À long terme, cette étude n'a pas démontré qu'il y avait une réduction de la pression artérielle systolique. On en parlera après pour ce qui est des impacts sur l'hypertension artérielle. Donc, pour faire une synthèse des exercices de respiration sur le stress et l'anxiété, je vous ai cité que 3 études, il y en a plein d'autres. Et il y a beaucoup d'études physiologiques qui montrent l'efficacité de la respiration lente et profonde sur la variabilité de la fréquence cardiaque et sur l'activation du système parasympathique qui est très corrélé au phénomène de stress. Malheureusement, il y a peu, voire pas, d'études solides de grande ampleur qui ont évalué les effets encore à moyen et à long terme sur le stress et l'anxiété. Donc là, c'est un domaine où la recherche a encore clairement des études à faire pour qu'on puisse évaluer quels pourraient être les bénéfices sur plusieurs mois de ces pratiques de respiration. Pour ce qui est de l'hypertension artérielle, alors, Respirate, c'est un dispositif qui permet de réaliser de la respiration avec un système sonore pour inspi et expiration et qui enregistre la variabilité de la fréquence cardiaque. Il y a donc un biofeedback. Ça a été approuvé par la FDA, donc c'est aux États-Unis en 2002, comme un dispositif médical sur la base de plusieurs études et méta-analyses. Il faut juste avoir en tête quand même que la plupart de ces études étaient sponsorisées par Respirate. Et une étude publiée dans le JAMA en 2013, cette fois-ci indépendante,
avait analysé les effets de ce dispositif sur 48 patients qui avaient de l'hypertension artérielle et un diabète de type 2. Ils l'ont randomisé en deux groupes, Respirate et un sham device, donc encore une fois pour limiter l'effet placebo, pendant 8 semaines. Et cette fois-ci, ils n'ont pas retrouvé de différence. Les mêmes résultats ont été mis en évidence dans une méta-analyse. On peut quand même se dire que finalement, l'hypertension artérielle, une fois qu'elle est installée, particulièrement quand elle est associée au diabète de type 2, elle est associée à des lésions vasculaires et des lésions rénales. Et donc, il est probablement trop tard à ce moment-là pour que la respiration seule puisse avoir une véritable efficacité sur l'hypertension artérielle. Une autre revue de la littérature, parue dans Clinical Hypertension en 2021, portait sur 30 études, dont 17 spécifiquement sur la respiration. Et il y avait une efficacité. Les autres méthodes étaient la pratique du sport et la méditation. Ils ont retrouvé une efficacité de toutes les méthodes sur l'hypertension artérielle mesurée. Cependant, l'efficacité était quand même était insuffisante, en tout cas pour qu'on puisse le recommander seul dans la prise en charge de l'hypertension artérielle. Et donc, voilà, donc juste pour vous montrer les résultats, pour ce qui est... non, pardon, ce n'était pas la méditation, c'était les exercices isométriques. Pour ce qui est de la respiration, ce qui nous intéresse, les participants des études faisaient 2 sessions par jour de 5 minutes et les résultats retrouvés étaient quand même une diminution de la pression artérielle systolique de 20 mm de mercure environ et de 10 pour la pression artérielle diastolique. Donc aujourd'hui, concernant l'HTA, les preuves sont insuffisantes pour le recommander comme traitement seul. Il faut le recommander à ce moment-là en association avec des traitements médicamenteux et un suivi médical. Par contre, ça semble quand même nécessaire d'étudier l'impact sur la prévention de la survenue de l'hypertension artérielle, puisque on peut se dire que si l'hypertension artérielle est déjà installée, il y a des lésions vasculaires, potentiellement des lésions rénales. Il est peut-être trop tard à ce moment-là pour pouvoir agir avec la respiration. Par contre, en amont, je pense qu'il serait vraiment intéressant d'avoir des données pour savoir si ça peut prévenir la survenue de l'hypertension artérielle. Et cette méta-analyse récente, publiée en 2022 par De Freitas, portait sur les dispositifs avec et sans biofeedback. Il y avait très peu d'études sur les dispositifs sans biofeedback de la respiration et les auteurs concluaient que c'est là-dessus que devaient se porter maintenant les essais sur l'évaluation de l'efficacité de la respiration dans l'hypertension artérielle. Pour ce qui est du sommeil, alors, tout d'abord, pour les mécanismes physiopathologiques, il est déjà démontré que l'insomnie et les troubles du sommeil sont en lien avec une hyperactivité sympathique et une hypoactivité parasympathique. Alors que quand on va faire de la respiration lente et profonde, on va justement diminuer l'activité sympathique qui est liée au stress et augmenter l'activité parasympathique qui est liée à un état plus calme de repos. Et donc, il y a un intérêt potentiel fort aux exercices de respiration pour réguler le sommeil. Dans cette étude expérimentale, vous voyez, publiée encore très récemment, en 2022, dans le Journal of Breath Research, les participants ont fait des séances de respiration de 10 à 15 minutes matin et soir pendant 8 semaines. L'échelle d'Epworth et l'échelle de fatigue de Piper, donc l'échelle d'Epworth, c'est vraiment une échelle liée à l'insomnie et à la qualité du sommeil, étaient les éléments relevés. Et il y avait l'amélioration des 2 échelles. Malheureusement, ça n'avait pas atteint la significativité. Donc, je parlais du petit p, c'est-à-dire qu'on voyait une diminution des scores, mais ce n'était pas significatif. Et là, on peut se poser la question du nombre de participants, en fait, parce que quand on a trop peu de participants, justement, il faut une différence très très forte pour qu'elle soit significative, alors que si on a 1000 participants, une petite différence peut être significative. Et donc peut-être que c'est un manque de puissance, c'est-à-dire un manque de nombre de participants qui fait que cette étude n'était pas significative. En tout cas, c'est à continuer d'explorer. Pour ce qui est du sommeil et du syndrome d'apnée du sommeil, donc le syndrome d'apnée du sommeil, c'est quand on enregistre un certain nombre d'apnées liées à des désaturations, c'est-à-dire vraiment des baisses de l'oxygène dans le sang au cours du sommeil, avec un nombre qui doit dépasser un certain chiffre. Il y a une revue de la littérature publiée encore très récemment en 2022 qui s'est intéressée à 6 études qui n'étaient que des essais randomisés contrôlés. Et les résultats ont montré que quand les participants faisaient des exercices de respiration lente et profonde, il y avait une diminution de l'indice d'apnée-hypopnée pour les exercices expiratoires.
Donc, ça a amélioré en fait les apnées chez ces patients-là. Il y avait également une diminution des valeurs pour l'échelle de somnolence d'Epworth quand ils avaient fait des exercices expiratoires. Donc, une nette diminution de cette échelle. Et enfin, il y avait une diminution significative de l'indice moyen évalué par l'indice de qualité du sommeil de Pittsburgh. Donc ça, c'est une autre échelle reconnue et validée scientifiquement pour la qualité du sommeil. Et là, que ce soit pour les exercices inspi ou les exercices expiratoires. Donc pour conclure sur le sommeil et la respiration, vous voyez que les études sont récentes à s'intéresser au sujet. Il y a un vrai lien qui a été montré déjà entre insomnie et hyperactivité du système nerveux autonome. Les résultats sont très encourageants pour le syndrome d'apnée du sommeil et c'est des exercices dont l'efficacité est reconnue aujourd'hui par les spécialistes du sommeil. Pour ce qui est des douleurs, donc les douleurs aiguës et la respiration, donc là je vous ai mis une méta-analyse, donc c'est-à-dire on reprend pas mal d'études qui ont été faites sur le sujet, publiées en 2022. 7 études ont été incluses, 424 patients. Et là, on peut voir sur cette échelle que globalement, sur les 424 patients, il y a une amélioration significative des douleurs pour les personnes qui pratiquent la respiration lente et profonde. L'amélioration était surtout, l'effet était le plus marqué pour les douleurs à type de brûlure. Cette autre revue de la littérature de 2017, publiée dans Pain, qui est un journal assez reconnu au niveau de l'impact factor, s'intéressait à 31 publications, donc publiées de 84 jusqu'à 2015, et ils ont classé les études en 4 groupes. Les études expérimentales qui évaluaient l'effet de la douleur sur la respiration, les études cliniques qui évaluaient les effets techniques de la respiration sur la douleur, et enfin les études expérimentales de l'influence des diverses formes de respiration sur la douleur induite en laboratoire. Les résultats montraient que la douleur influençait clairement la respiration en augmentant son débit, sa fréquence et son volume, et que la respiration lente et rythmée était associée à une diminution de la douleur dans certaines études, pas dans toutes, mais dans un certain nombre d'études. Cependant, les auteurs ne pouvaient pas mettre en évidence sur la base des études analysées les mécanismes physiologiques sous-jacents de cet effet et le rôle potentiel du système cardiovasculaire sur la modulation respiratoire de la douleur est la piste la plus probable, mais qui reste encore à prouver. Les résultats donc sont très encourageants au niveau des douleurs. D'autres recherches sont nécessaires pour savoir quel type de respiration et comment les appliquer. Donc cette étude est intéressante, encore une fois, elle est très récente, donc elle n'était pas prise en compte dans la méta-analyse que je viens de vous montrer. Elle est sortie en 2022 dans le Journal of Anesthesia, qui s'intéressait aux douleurs périopératoires et à la respiration. Donc c'était une étude prospective randomisée. Prospective, ça veut dire que voilà, on commence l'étude à un instant T et on regarde ce qui se passe et on ne va pas voir en arrière ce qui s'est passé dans le passé. 200 patients inclus, donc c'est quand même une grosse étude. Et ils ont fait 2 groupes, un groupe qui a fait de la respiration lente et profonde et un groupe contrôle. Et pour ce qui est des résultats, il y avait une diminution des scores d'échelle visuelle analogique de la douleur liée à l'injection de propofol. Donc en fait, les anesthésistes injectaient moins de propofol dans le groupe qui avait fait de la respiration que dans l'autre groupe, et ce de façon significative. Il y avait également une diminution du souvenir de la douleur pour les patients en salle de réveil. Une nette diminution, 16,86, et là aussi c'est significatif. Il y avait une diminution de l'incidence des grimaces dans le groupe qui avait fait de la respiration par rapport à l'autre groupe. Par contre, ils n'avaient pas mis en évidence de différence pour la douleur à l'induction et également pour la douleur souvenir globale que le patient pouvait avoir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir quand même que dans le groupe qui a fait de la respiration, finalement, moins besoin d'injection de sédatifs pour l'anesthésie générale. Pour ce qui est de la douleur, peu d'études cliniques, c'est-à-dire beaucoup d'études expérimentales, pas d'études cliniques qui évaluent sur un très grand nombre de patients, notamment sur les douleurs chroniques. Cependant, le lien est clairement établi entre la respiration et les douleurs, et l'efficacité est retenue pour des douleurs aiguës comme les brûlures, mais aussi utilisée depuis très longtemps et partout dans le monde pour les douleurs liées aux accouchements. On va s'intéresser maintenant aux tubes digestifs et aux études, notamment cette étude, encore une fois très récente, parue en 2022,
sur le syndrome de l'intestin irritable versant constipation. Donc, ils ont inclus 85 patients qui avaient un syndrome de l'intestin irritable et ils les ont répartis dans 2 groupes. Un groupe de 43 patients qui faisaient des séances de respiration au rythme de 5 séances par semaine de 30 minutes pendant 6 semaines et un groupe contrôle, donc qui ne faisait pas de séance d'expiration. Et là, c'était 4 secondes d'inspi, 6 secondes d'expi. Et ce qu'on peut voir dans les résultats, donc sur le premier schéma, c'est le score de sévérité du syndrome de l'intestin irritable, c'est-à-dire à quel point les patients sont gênés par leurs symptômes. Et en fait, après 6 semaines, pas après 3 semaines, hein, on n'a quasiment pas de différence, mais après 6 semaines, on a une différence qui est statistiquement significative. Et donc, pour les patients qui ont pratiqué la respiration, les symptômes sont beaucoup moins importants. C'était le cas également pour la fréquence des selles. Ils ont mesuré la fréquence des selles, entre autres, et après 6 semaines, là aussi, on a une nette amélioration de la fréquence des selles pour les patients qui ont fait de la respiration. Une autre étude, encore toute récente, s'intéressait à la respiration tanden. Alors, je ne serais pas capable de vous la décrire en détail. C'est une technique de respiration qui est utilisée au Japon avec des exercices particuliers et son impact sur la constipation. Ils ont pris 20 personnes atteintes de constipation. Donc là, c'était une petite étude, hein, c'est des études préliminaires qui permettent après d'engager des études de plus grande importance. Les patients ont pratiqué pendant 6 semaines, 10 minutes par jour de respiration tandem. Et le CAS score, qui est un score de sévérité de la constipation, avait très nettement diminué après 6 semaines pour le groupe intervention, c'est-à-dire ceux ayant pratiqué les exercices de respiration. Donc pour conclure sur la respiration et troubles digestifs, on est au début des études cliniques, ça commence. Il y a déjà un lien établi scientifiquement entre les troubles digestifs, le stress et l'hyperactivité du système nerveux autonome. Et donc maintenant, on a besoin d'études complémentaires pour déterminer à quel point c'est efficace et sur quel type de respiration on peut agir chez les patients qui sont constipés. Les autres domaines, ils sont multiples. Si vous voulez en savoir plus, j'en détaille un peu plus dans le rapport dont a parlé Philippe au début du sujet. Pour en citer quelques-uns, il y a plusieurs études quand même maintenant qui ont évalué les exercices de respiration chez les patients qui avaient un cancer. Je pense à une notamment qui a évalué la qualité de vie chez les patients qui avaient des cancers du sein et des cancers de la prostate. Et ces études montraient nette amélioration de la qualité de vie pour les patients qui pratiquaient la respiration lente et profonde. Pour ce qui est de l'insuffisance cardiaque, il y a une étude intéressante qui montrait que pour les patients qui arrivaient à l'hôpital en insuffisance cardiaque, donc c'est-à-dire en œdème pulmonaire, donc avec une vraie détresse respiratoire, leur faire pratiquer dans le box des urgences des exercices de respiration permettait d'améliorer très nettement les symptômes avant même l'administration de tout traitement. Donc c'est intéressant pour la suite. Et il y a des résultats aussi préliminaires assez encourageants pour ce qui est la BPCO, l'asthme et plusieurs pathologies respiratoires. Pour conclure, que retenir? Il y a beaucoup d'études, mais finalement, pas encore assez d'études de grande envergure qui évaluent les effets de la respiration à long terme. Donc la recherche a encore pas mal de boulot pour pouvoir nous montrer tous les champs dans lesquels la respiration peut être utilisée. C'est compliqué de comparer les méthodes, comme on l'a vu au début, il y en a plein. Et donc finalement, dans les études, on compare très peu apnée, respiration cyclique, 4, 7, 8, enfin, respiration carrée, etc. La compliance également est difficile à évaluer, hein, c'est-à-dire est-ce que les gens font leurs exercices et à quel point c'est important de suivre les exercices pendant une durée relativement longue. Il y a de nombreuses études qui sont très encourageantes dans de multiples domaines et il y a un véritable intérêt reconnu par les professionnels, mais aussi par les personnes qui pratiquent la respiration. Il faut donc continuer à explorer tous ces domaines-là pour continuer d'investiguer le champ très vaste des bénéfices de la respiration lente et profonde. Pour terminer, les moyens de pratiquer la respiration actuellement sont multiples. Il y a des dispositifs visuels ou sonores, vous les connaissez sûrement, ou vous en avez peut-être entendu parler, comme Dodo ou Morphée. Il y a des dispositifs qui utilisent le biofeedback, pour lequel aujourd'hui les études finalement ne sont pas vraiment en faveur d'un intérêt au biofeedback, hein. En tout cas,
pas sûr qu'il y ait une supériorité par rapport à des exercices sans biofeedback qui sont HeartMath et Ergophil. Les montres connectées permettent aussi de pratiquer des exercices de respiration, soit avec un signal visuel, mais aussi par des vibrations au moment de l'inspi ou de l'expi. Il y a des applications qui permettent de pratiquer la respiration lente et profonde. Les plus célèbres, on va dire, c'est Respirelax et Petit Bambou. Et NeoFlow, dans ce paysage, arrive comme le premier outil de ceinture sensorielle qui va permettre de guider la respiration via des vibrations situées au niveau de l'abdomen. Donc moi, voilà, je pratique la respiration depuis quelques années maintenant, pas toujours de façon régulière, hein. Il y a des moments où je le fais plus et des moments un petit peu moins. J'ai essayé la montre connectée, j'ai aussi Morphée et Petit Bambou. Et c'est vrai que quand Philippe m'a fait essayer sa ceinture NeoFlow, j'ai trouvé que c'était vraiment sympa comme dispositif, déjà parce qu'il est déconnecté et ne pas être branché sur son téléphone ou voilà, avoir un son qui nous dit quoi faire, c'est un vrai outil. Et puis sa localisation abdominale avec l'aspect sensoriel permet d'avoir une vraie respiration abdominale et de faciliter cette respiration. Donc j'espère voilà, que NeoFlow va pouvoir apporter beaucoup de choses aux personnes qui pratiquent la respiration. Je vous remercie et je m'arrête là. Merci beaucoup, Charlotte, pour cette présentation qui était très, très dense, mais très claire. Est-ce qu'il y a, on va ouvrir la partie questions, est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée? Non, pas de questions dans le chat. Sinon, si vous voulez utiliser le chat pour poser des questions, n'hésitez pas. Charlotte, en effet, ce qui est à la fois, il y a un côté où tout le monde, on est tous conscients des bénéfices que peut avoir les exercices de respiration dans plein de domaines de la santé. Tu l'as très bien présenté. Et c'est vrai que la recherche, on a l'impression qu'elle avance un peu pas en retard par rapport aux intuitions ou ce qu'on sait tous de manière, de manière très, très intuitive. Mais un des gros freins aussi, en effet, comme tu l'as dit, c'est la compliance, quoi. C'est quand on voit que pour le syndrome de l'intestin irritable, il y a des bénéfices après 6 semaines de pratique, il faut quand même, en effet, c'est ça, réussir à faire en sorte que les patients, que les personnes pratiquent des exercices de respiration pendant 6 semaines. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on voit qu'à 3 semaines, il n'y a pas encore de bénéfices. Donc finalement, on peut abandonner à ce moment-là. C'est bon, ça fait 3 semaines, je ressens rien. Et c'est vrai que ça fait partie des enjeux, hein. C'est comme dans plein de domaines, hein, comme quand on se met à faire du sport, en fait, quand on investit. Voilà, quand on investit une nouvelle habitude de vie, pour que ça devienne justement une nouvelle habitude, il faut que ce soit dans la durée. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu sur comment réussir à faire pratiquer de façon Parce qu'on voilà. imagine, ouais, parce qu'on imagine très bien finalement toute la difficulté à avoir ces études vraiment plus solides qui valident des effets à moyen long terme, parce qu'il faut aussi s'assurer que les personnes tiennent le coup, parce que finalement, c'est quand même tellement plus facile de prendre un médicament. Il suffit d'avoir une bouteille d'eau à côté et puis hop, c'est fait. Et pourtant, il y a Ouais, déjà des patients qui n'observent pas leur traitement. Enfin, je ne sais pas combien ça représente, mais c'est au moins, au moins peut-être 20-30% des patients qui n'observent pas bien leur traitement alors que c'est des médicaments à prendre. Donc, en effet, 6 semaines de respiration, on peut imaginer la contrainte. ouais, tout à fait. Et c'est vrai que l'accompagnement voilà, d'un professionnel, je pense, est hyper important pour pouvoir adhérer, pour pouvoir pratiquer, pouvoir s'ancrer dans une pratique. Donc, c'est comme le sport, hein, quand on a un coach sportif, pour ma part en tout cas, ça a été beaucoup plus facile de continuer et de devenir compliant que, voilà, que seul. Donc, c'est vrai que je pense que bon, les sophrologues connaissent ça bien, l'accompagnement humain.
il est fondamental, et d'ailleurs c'est prouvé par les études scientifiques, hein, que si on met de l'humain, eh bien, finalement, il y a une meilleure adhésion au traitement, au traitement ou pratique, hein, d'ailleurs. Hmm. Oui, effectivement, je me permets d'intervenir. Je suis Lune de Belair, je suis en reconversion sophrologie justement. Et voilà, ce que vous constatez sur les études, je dirais a fortiori sur une hygiène de vie, c'est encore plus compliqué. C'est-à-dire qu'effectivement, quelqu'un qui fait un accompagnement en sophrologie ou même les accompagnements kinés, hein, souvent les kinés disent voilà, il faut faire des petits exercices régulièrement. Les gens ont beaucoup de mal effectivement à s'astreindre à une hygiène à ce niveau-là aussi, quoi. Donc, pendant l'accompagnement avec le kiné, avec la sophro ou autre, effectivement, la personne s'implique un peu plus. Mais j'ai envie de dire, qu'est-ce qui se passe après, après les accompagnements, après le kiné, après la sophro? Voilà, je sais pas dans quelle mesure les gens continuent de pratiquer. Et ça, c'est sûr Hmm. que. Mm. Ouais. Vous avez complètement raison. C'est en effet, c'est pas forcément évident de maintenir une bonne hygiène de vie et des exercices qui nous sont recommandés sur le long terme. Ouais. Sur le long terme. En tout cas, pour la respiration, ça a été complètement mon cas, hein. À la base de ce projet NeoFlow, c'est une période de stress dans ma vie où que j'arrivais plus à gérer, et je me suis mis à la pratique de la cohérence cardiaque, mais malgré tous les bénéfices dont on peut entendre parler, et ben, m'a été très difficile d'être le plus régulier possible. Et en effet, ça a été un peu la genèse de ce projet NeoFlow et du développement de cette ceinture. L'idée, c'était vraiment comment faire pour faire en sorte que les exercices de respiration soient un plaisir et non plus une contrainte. Mm. Et de faire en sorte qu'on puisse accompagner une respiration lente et profonde le plus intuitivement possible. Et donc, Mm. c'est comme ça que j'ai abouti, en tout cas, au développement de la ceinture NeoFlow. Pour compléter un peu ce qu'a dit Charlotte, alors, elle n'est pas encore commercialisée. C'est un projet qui est encore en développement. Mais j'ai des prototypes fonctionnels. Et donc, les prochaines échéances, ça va être une campagne de financement participatif. Donc, la ceinture sera en pré-vente à partir du mois de mars, et un lancement commercial qui est prévu pour la fin d'année. Et elle fonctionne comment exactement? Enfin, je veux dire, on peut programmer une durée de temps d'exercice. Enfin, je découvre, hein, je ne connais pas du tout. Oui, en fait, donc ça marche par des technologies vibrotactiles. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une sensation tactile au niveau de l'abdomen, une sensation qui soit dynamique, qui se déplace le long de l'abdomen en faisant des mouvements de va-et-vient au rythme d'une respiration lente et profonde, et on cale sa respiration sur ce rythme. Quand le D'accord. rythme se déplace vers le nombril, on gonfle le ventre en suivant le Ok. mouvement, et quand ça repart sur les côtés, on expire en rentrant le ventre. Et donc, en effet, l'idée, c'est d'avoir différents programmes de respiration pour s'adapter au plus grand nombre. Ok. Et donc, le fait d'utiliser le sens du toucher, il y a quelque chose de beaucoup plus intuitif. Et en fait, on cale notre respiration sur une sensation sans avoir besoin d'avoir une grande concentration. Oui, je vous rejoins, hein, sur des exercices de sophrologie en début d'accompagnement. Je n'ai pas beaucoup de pratique pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de recul, mais ce que j'observe, c'est qu'en début d'accompagnement, sur les premières séances, les gens ont des difficultés à caler leur respiration, à respirer du ventre en haut. Enfin, voilà, ils redécouvrent la respiration. Et effectivement, je me dis peut-être un accompagnement tactile. Pourquoi pas, ouais, peut-être que ça pourrait aider à se réapproprier cette respiration que la plupart des gens, en début d'accompagnement, ne savent plus faire, quoi. Ils ont une respiration hyper active et en hauteur. Mais alors, respirer de manière profonde, oui, non, ça, c'est vrai que ça peut être Mhm. compliqué pour certaines personnes, quoi. Mhm. Ah ouais, c'est ça. En fait, c'est un peu souvent d'ailleurs quand on demande aux personnes de respirer par le ventre, on leur dit de mettre une main sur le ventre Oui, pour qu'il y ait justement oui. une sensation. Mais la main, elle est souvent fixe en fait.
Là, l'idée, en fait, c'est cette ceinture, elle remplace la main et en plus de ça, c'est comme si la main se déplaçait sur l'abdomen pour guider vraiment, pour accompagner le mouvement ventral. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'Assemblée? Est-ce que tu penses, Charlotte, que les exercices de respiration seront, d'un point de vue médical, pourront être, en tout cas, recommandés un jour, enfin, qu'il pourrait y avoir ces fameuses études dont tu dis, en gros, voilà, qu'on manque d'études vraiment sérieuses. Tu penses qu'à plus ou moins court terme, c'est des études qui peuvent être mises en place? Je pense. Après, les difficultés, il y en a plusieurs, hein. La première, c'est que pour qu'il y ait une étude qui se lance, il faut un professionnel de santé motivé. C'est vachement difficile de faire de la recherche et de faire des études. Pour en avoir fait, c'est un parcours du combattant. Donc, il faut déjà une vraie volonté. Donc, il faut adhérer, mais bon, ça, il y en a beaucoup qui adhèrent, hein, des professionnels de santé. Mais bon, déjà, il faut que voilà, il y ait des professionnels de santé motivés, capables de mener des études de recherche qui adhèrent. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième, c'est les financements, parce que une étude de recherche, bah, ça coûte cher. Et il faut des budgets. Donc, il y a des budgets quand on trouve des sponsors privés. Et c'est d'ailleurs comme ça que Respirate a pu faire plein d'études, hein. Ils avaient de l'argent, ils ont mis de l'argent sur la table. Après, les financements publics, il y en a, mais du coup, c'est contre d'autres projets. Donc, c'est après des panels d'experts qui choisissent où est-ce qu'ils mettent l'argent. Donc, pas toujours, même si on a une bonne idée, un bon design d'études, elle n'est pas toujours financée par les financements publics. Donc ça, c'est le deuxième écueil. Après, moi, j'espère bien et je pense qu'on va continuer d'en avoir. Les études ont énormément augmenté en nombre sur les dernières années. Donc, je ne vois pas pourquoi ça ne continuerait pas dans ce sens-là. Il doit y avoir une question de Véronique qui a levé la main, si je ne dis pas de bêtises. Oui, bonsoir. Alors, je baisse la main. Donc, moi, je suis sophrologue et praticienne en cohérence cardiaque. Donc, je rejoins un petit peu ce que disait Madame Le Belair, une consoeur, donc sur la difficulté finalement qu'ont les gens à respirer avec le ventre, donc de manière abdominale. Et je vois aussi qu'il y a un commentaire sur la respiration à l'envers. Et simplement, je voulais rebondir sur ce que ma consoeur disait, c'est que debout, c'est très compliqué de respirer par le ventre. Donc, moi, je l'ai fait plutôt asseoir, un peu les jambes écartées, un peu en arrière, en fait, comme une femme enceinte. Je dis pas, voilà, vous allez le mettre comme une femme enceinte, même pour un homme. Vous mettez les mains sur le ventre et puis voilà, bon, on imagine un ballon, ce que vous voulez. Et c'est vrai que du coup, c'est plus facile pour eux. Et c'est vrai qu'ils redécouvrent cette respiration. Et je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie à leur apporter, c'est-à-dire le fait de respirer par le ventre, qu'est-ce que ça fait? Le fait d'avoir une respiration thoracique, qu'est-ce que ça fait? Leur expliquer, leur montrer même des vidéos. Bon, moi, j'utilise effectivement l'outil cohérence cardiaque aussi dans mes premières séances pour leur montrer aussi leur fréquence cardiaque et comment on respire avec une fréquence beaucoup plus modulée, beaucoup plus régulée, qu'est-ce que ça fait? Et du coup, je les interroge, bah, voilà, maintenant, comment vous vous sentez? Bon, bah, après, ils expliquent plus calme, on ne va pas s'étaler là-dessus, mais effectivement, leur montrer et souvent, un schéma, un dessin, c'est beaucoup plus parlant que des mots aussi. Et puis l'expérimentation également est beaucoup plus parlante. Et c'est vrai que de mettre en place, donc je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure sur la difficulté à mettre en place de façon régulière une respiration, même si en cohérence cardiaque, on dit 5 minutes, moi, ce que je propose toujours, c'est 3 minutes. Voilà, parce que 5 minutes, c'est très long. Donc, faites déjà 3 minutes. Et puis après, on va augmenter le temps au fur et à mesure. Et les gens, en général, ils vont. Alors, pas tous, mais voilà. Voilà. Je leur dis, notez les améliorations, notez ce que ça fait dans votre journée. Déjà, comment vous vous sentez l'après-midi? Est-ce que vous n'avez pas encore ce coup de bambou? Est-ce que le soir, vous dormez mieux? Est-ce que… voilà. Ça leur permet d'avoir un recul déjà sur leur propre expérience et du coup, bah, ça leur permet de continuer finalement. Après, pas tous, hein. Je suis honnête aussi avec vous, pas tous, mais une partie aussi. Donc, c'est beaucoup de pédagogie finalement.
Vous avez complètement raison. Beaucoup, beaucoup de pédagogie et d'accompagnement, comme disait Charlotte, qui a largement montré ses preuves pour changer de comportement. Et d'ailleurs, dans les techniques de thérapie cognitivo-comportementale utilisées par les psychologues, c'est un peu la base de ces techniques, hein, c'est la pédagogie, c'est-à-dire comprendre pour avoir les enjeux, pour pouvoir ensuite faire. Et donc, c'est vrai que expliquer et comprendre pourquoi on respire, les conséquences, le lien avec le stress, je pense Oui. que c'est Ah oui, important. je leur montre le système nerveux autonome, je leur montre les deux parties, je leur explique, bah voilà, c'est le cerveau reptilien de nos ancêtres et voilà comment on réagit face au stress, réel ou irréel. Et voilà ce que ça active chez vous. Et quand le stress est installé, bah voilà ce qui se développe comme symptômes aussi, etc. Les insomnies, les éruptions cutanées, les douleurs, etc. Les brûlures d'estomac, et j'en passe et d'autres. Voilà. Merci beaucoup. Il est 19h50. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, pour ceux qui seraient intéressés, en tout cas pour en apprendre plus sur la ceinture NeoFlow que je développe, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. J'habite à Paris. S'il y a des personnes qui sont intéressées aussi pour tester la ceinture, je cherche toujours des personnes et des professionnels, notamment comme vous, pour justement avoir des retours et avoir des feedbacks. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes sur Paris ou en région parisienne, je peux me déplacer pour organiser une séance d'essai de la ceinture. Sur ce, Charlotte, je te remercie en tout cas. On va conclure cette série de 3 webinars. Ça a été très, très instructif. Ça a permis de faire un tour d'horizon complet sur toutes les données scientifiques, sur les mécanismes du stress, les mécanismes de la respiration et du système cardiovasculaire pour conclure sur les bienfaits de la respiration. On voit qu'il y en a beaucoup. Il y a encore beaucoup de choses à montrer pour faire en sorte que cette technique soit de plus en plus recommandée et utilisée, et aussi notamment des efforts à faire sur des solutions qui permettent d'augmenter la compliance, de faciliter la pratique pour que les personnes le voient comme un plaisir à le faire au quotidien et non pas comme une contrainte. Je vous remercie. Merci encore Charlotte et je vous souhaite à Merci tous une très beaucoup. bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.